Salut à tous et content de vous retrouver aujourd'hui sur Mastering AI. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la réalisation de notre projet de détection d'anomalies dans les logs à base du machine learning. Jusqu'ici, nous vous avons montré comment vous pouvez générer votre propre dataset de logs à base de règles que vous pourrez définir vous-même. Nous vous avons également montré comment vous pouvez rédiger un script pour faire du pré-traitement de vos données, comment vous pouvez expérimenter deux modèles de machine learning, notamment deux modèles d'apprentissage non supervisé pour la détection d'anomalies, l'isolation forest et le support vector machine. Et nous vous avons montré comment vous pouvez mettre en place une API pour pouvoir héberger vos modèles et à partir de laquelle ces modèles seront accessibles. Notamment dans la vidéo précédente, vous avez vu avec Jordan comment mettre en place un mécanisme d'enregistrement automatique de logs dans une base de données Redis et du déclenchement automatique des prédictions d'anomalies sur ces logs en utilisant la technologie Celery qui vous permet de gérer des tâches en background. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place ensemble un petit script pour pouvoir simuler des envois de logs vers notre machine en local et comment nos modèles de machine learning seront automatiquement invoqués pour pouvoir dire si ce sont des logs anormaux ou non. Alors n'hésitez pas à consulter la vidéo précédente pour bien comprendre ce que nous ferons ensemble dans cette vidéo et naturellement à la fin de lâcher un like si vous avez aimé la vidéo. Installez-vous confortablement et c'est parti. Comme d'habitude, nous allons commencer par récupérer la dernière version de notre projet, notamment ce que vous avez eu à travailler dessus avec Jordan lors de la dernière vidéo. On va donc ouvrir la ligne de commande et on tapera la commande git pull. Et là, nous avons récupéré les travaux que vous avez fait lors de la vidéo précédente avec Jordan. Vous pouvez notamment voir le fichier main à l'intérieur duquel vous avez défini un ensemble de choses parmi lesquelles certaines constantes, par exemple ce threshold qui nous permet de déterminer le nombre de logs dans le buffer à partir duquel on souhaite lancer l'entraînement. Vous avez instancié notamment FastAPI, le client Redis et même Celery qui est une technologie qui vous permet de lancer des tâches en background. Vous avez également défini le modèle log_intry qui représente en fait les caractéristiques d'un log donné. Vous avez également défini la méthode à partir de laquelle Celery va lancer la prédiction lorsqu'on aura atteint le seuil de nombre de logs dans le buffer. Vous avez également un ensemble de routes parmi lesquelles la route pour déterminer le status des modèles. Vous avez une méthode pour pouvoir créer un log dans le buffer. Vous avez le endpoint pour pouvoir récupérer les prédictions et même de récupérer une prédiction donnée pour un batch de log données. Vous avez également la méthode qui vous permet de déterminer le statut du worker lancé par Celery et vous avez également un endpoint qui vous permet de vider le cache Redis. Par la suite, nous allons installer l'ensemble des packages que vous avez utilisés avec Jordan lors de la vidéo précédente et que nous n'avons pas encore dans notre environnement. Vous pouvez voir notamment les packages FastAPI, Pydantic, Celery, Redis qui ne sont pas encore installés dans notre environnement courant. C'est la raison pour laquelle ils sont soulignés de cette façon. Donc, afin de pouvoir installer ces packages conformément à ce qui est défini dans le poetry.log qui définit en fait l'arborescence des versions avec les dépendances entre les packages, nous allons tout simplement taper la commande poetry sync. Ceci afin de pouvoir installer les packages avec les versions telles qu'elles sont définies dans notre poetry.log. Donc après avoir tapé la commande, vous verrez que l'ensemble des packages a été bien installé. Et vous avez ce message d'erreur, ce qui est normal parce que à l'intérieur de notre projet, nous n'avons pas défini un fichier init. Donc, vous ajoutez soit un fichier init pour empaqueter votre projet ou vous pouvez ajouter ce package mode égal à false à l'intérieur du pyproject.tom. Ceci afin d'utiliser Poetry uniquement pour gérer la dépendance entre les différentes librairies de votre environnement et non pour du packaging. Après installation des librairies manquantes, nous allons maintenant lancer notre backend FastAPI pour voir si tout a été bien mis en place. Donc nous allons ouvrir le terminal et taper la commande que vous avez vue avec Jordan dans la vidéo précédente. Donc, nous allons ouvrir plutôt un command prompt et nous allons exécuter la commande que nous avons déjà copiée, poetry run UVcorn. Et là, avec cette commande, nous lançons l'application sur le port 8500 et nous voyons que notre application a bien été lancée. Pour vérifier, vous pouvez ouvrir votre navigateur. Vous avez juste à taper docs et là vous aurez l'ensemble des différents endpoints que nous avons définis. Nous allons maintenant voir comment mettre en place votre base de données Redis. Dans la vidéo précédente, vous avez vu avec Jordan comment le faire sur Linux, mais là je vais vous montrer comment le faire sur Windows. Windows ne supporte pas de façon native l'interaction avec une base de données Redis directement via son terminal.
Donc pour cela, vous aurez besoin d'installer un terminal basé sur une distribution Linux. Vous devez utiliser l'outil WSL pour cela. Donc vous pouvez vous rendre sur le navigateur et taper dans la barre de recherche Install Redis on Windows et vous allez vous rendre sur ce site de Redis où ils vous décrivent des étapes très détaillées sur comment vous pouvez l'installer sur Windows. Donc comme je vous l'ai dit, la première étape serait d'installer déjà WSL sur Windows. Vous pouvez suivre la documentation, cette documentation sur Microsoft Learn où vous verrez comment installer WSL. Dans mon cas, je l'ai déjà dans ma machine. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez suivre de façon détaillée cette documentation et c'est très fourni. Là, vous avez la commande par exemple pour pouvoir installer WSL en ligne de commande sur Windows. Par la suite, je vais vous montrer comment vous pouvez intégrer un terminal WSL dans VS Code. Donc, après avoir installé WSL, vous devez exécuter cette suite de commandes via votre terminal WSL sur VS Code afin de pouvoir installer la base de données Redis. Donc sur VS Code, la première étape sera d'installer l'extension Redis. Vous irez dans la section des extensions et vous taperez tout simplement WSL et vous aurez cette extension WSL. Dans mon cas, je l'ai déjà installé sur VS Code, mais si ce n'est pas encore le cas pour vous, vous allez juste lancer l'installation. Vous aurez le bouton Install. Et une fois l'extension installée, vous aurez la possibilité de créer un terminal WSL directement à partir de VS Code. Donc, vous allez tout simplement cliquer sur ce bouton droit, par exemple. On va choisir Split Terminal pour afficher le terminal juste à côté. Et là, vous allez sélectionner l'option Ubuntu WSL. Et là, vous voyez que votre terminal WSL sera lancé. À l'installation de WSL, vous aurez à configurer votre nom d'utilisateur et le mot de passe que vous allez utiliser en mode administrateur. Donc, comme je vous l'ai dit, vous aurez tout simplement à copier ligne par ligne cette suite de commandes et le coller là dans votre terminal WSL. Je ne le ferai pas car j'ai déjà installé Redis dans mon cas. Et si vous voulez vérifier si Redis a correctement été installé, vous taperez tout simplement la commande Redis-server pour pouvoir lancer votre base de données Redis. Et là, vous verrez qu'elle a été lancée et qu'elle est disponible sur le port 6379. Après avoir installé et lancé Redis via votre terminal WSL sur VS Code, nous allons maintenant lancer notre worker Celery. Dans le fichier main, vous aurez remarqué que lorsque nous définissions les applications, nous avons défini le client Redis qui va interagir avec notre base de données sur ce port. Nous avons l'application Fast API définie à travers cette variable. Et nous avons également notre worker Celery nommé Celery App. Donc, pour plus de détails, consultez la vidéo précédente où Jordan vous explique mieux toute cette technologie. Comme vous avez effectivement vu avec Jordan dans la vidéo précédente, nous allons ouvrir un terminal en mode split. Et là, nous allons taper la commande pour pouvoir lancer le worker Celery. Ce sera tout simplement poetry run Celery-A pour préciser le chemin d'accès vers votre application Celery. C'est celle-ci qui a été définie dans le main. Donc, ce sera source.main.celery-app. Et ensuite, vous préciserez le mot-clé worker pour pouvoir lancer le worker. Vous allez ajouter quelques paramètres supplémentaires comme log level pour pouvoir afficher les logs lorsque notre worker sera utilisé. Alors, si on valide, là nous voyons que notre worker a bien été lancé. Nous allons donc faire un petit test pour voir si tout marche bien en commençant par modifier ce threshold, si vous vous rappelez bien, qui nous permet de définir le nombre de logs dans le buffer à partir duquel notre worker va lancer la prédiction. Donc on va retourner dans Swagger et on va à travers la route log rajouter quelques logs. On va définir déjà un pas de temps, 2025 mars, on va dire à midi 00. User IP 172.17.45.12. La méthode, on dira que c'est un post. Le status code, on dira 200. Endpoint admin. Et le temps de réponse, on dira 50 millisecondes. Si on exécute, vous verrez que notre log a été correctement ajouté dans le buffer. Alors, le threshold est ici à 5, ce qui signifie que après l'ajout de 5 éléments dans le buffer, notre worker est censé déclencher la prédiction. Donc, on va tout simplement exécuter cette route 5 fois
comme vous l'avez fait dans la vidéo précédente avec Jordan. Et vous verrez que l'ajout du sixième élément, le worker, démarre automatiquement la prédiction. Donc ici, on vérifie côté VS Code, on a une erreur permission accès refusé qui survient généralement lorsque vous essayez d'utiliser le multiprocessing dans Windows, ce qui est le cas notamment de notre worker. Et ce qu'on va faire pour pouvoir rectifier cette erreur, ce sera déjà de stopper notre worker en faisant un CTRL-C. Donc là, on va tout simplement supprimer le terminal en question et on va en recréer un nouveau. Et on va réexécuter la commande pour relancer notre worker, mais en ajoutant un paramètre spécifique pour empêcher que notre worker utilise le multi-threading. Donc, ce sera un poetry run comme tout à l'heure, celery-a source.main.celery app worker log level égale à info pour pouvoir afficher les logs. Et on va ajouter ce paramètre pool égale à solo pour que le multi-threading ne soit pas utilisé. On exécute. Là, vous voyez que notre worker a été bien lancé. Donc, si on retourne sur Swagger et que on recrée les logs, 5 autres logs, ok, là, vous voyez que le worker a été déclenché pour les prédictions. Et là, nous avons ce message d'erreur X has 13 features, ce qui signifie que la prédiction n'a pas été réussie, mais que notre worker a quand même réussi à déclencher la prédiction. Et là, nous avons cette erreur parce que nous avons défini juste 5 exemples pour pouvoir lancer l'entraînement, sachant que si vous vous rappelez bien, l'entraînement passera d'abord par une étape de pre-processing où il y aura cette étape d'augmentation des features, notamment le one-hot encoding. Et donc, étant donné qu'avec 5 exemples, on n'a pas toutes les différentes catégories pour les features catégorielles, le pré-processing ne créera pas suffisamment de features pour atteindre le nombre de features avec lesquels notre modèle a été entraîné. Là, c'était juste pour tester si toute l'installation des librairies, le lancement de Redis et le lancement du worker fonctionnent correctement. Nous allons remettre ce threshold pour définir le nombre de données à partir duquel lancer les prédictions via notre worker. On va le remettre à 1000. Donc, dans la vidéo précédente, Jordan vous a montré comment vous pouvez utiliser la route d'ajout des logs pour pouvoir ajouter manuellement des logs via Swagger comme nous l'avons fait tout à l'heure. Mais là, nous allons mettre en place un petit script qui va lire automatiquement un ensemble de logs dans un fichier et va interroger et va appeler notre route logs via notre API en local pour pouvoir rajouter ces différents logs. Et là, nous verrons comment est-ce que le processus d'entraînement sera déclenché à chaque fois par notre worker Celery. Pour cela, nous allons créer dans notre dossier source un fichier que nous appellerons log simulator logs. Et dans ce fichier, nous allons créer une classe log simulator et nous allons définir un constructeur et en paramètre, notre classe prendra déjà log file path, le chemin d'accès vers le fichier des logs à l'intérieur duquel nous allons lire. Et nous allons définir un ensemble également de paramètres, notamment l'URL de l'API vers laquelle nous allons enregistrer les logs. Dans notre cas, ce sera notre API en local. Et ensuite, nous allons également définir un autre paramètre, le batch size, qui sera tout simplement le nombre de logs que nous allons lire à l'intérieur de notre fichier. Donc, nous allons initialiser les paramètres de notre classe self.logFilePath égale à logFilePath, self.api URL, et ensuite, pareil pour le batch size. Ensuite, nous allons définir une petite méthode qui va prendre un log donné en paramètre et va interroger notre API pour pouvoir ajouter ce log. Donc, nous appellerons la méthode def sendLog, précisons le paramètre self, et en paramètre, elle prendra le log intry que nous souhaitons ajouter, qui sera de type log intry. Je rappelle que ce modèle a été défini dans le main, et donc si on l'importe, ajoutons une petite description, send et log to API. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est d'installer une librairie appelée request qui permet en fait de pouvoir envoyer des requêtes HTTP vers une API directement via un code Python. Nous allons ouvrir un autre terminal là et nous allons faire un poetry add request. Là, nous voyons que notre librairie request a bien été
installé sur Poetry. Et donc, nous allons importer la librairie request, import request. Et ensuite, nous allons envoyer une requête HTTP vers notre API en local. Response equal request.post. En paramètre URL sera la URL définie. Ensuite, vous passerez en paramètre le corps de la requête qui sera tout simplement notre log. Donc, ce que nous allons faire, c'est nous rendre sur FastAPI et tout simplement copier ce JSON et venir le coller là. Donc là, on aura le timestamp qui sera normalement notre log intry.timestamp. Pareillement ici, user IP sera log intry.user IP. Pareillement, .method log intry.statuscode endpoint et la response time. On va quand même entourer ce bloc de code dans un try catch. Donc, on mettra ici try car l'interrogation de l'API peut lever une exception. Et là, on fera un exception et on va juste afficher le message d'erreur. Échec de l'envoi du log. Deux points, on affiche le message d'erreur. Après avoir reçu la réponse ici, on va également afficher message log ajouté avec succès. Et pour préciser le log qui a été envoyé, on va rajouter un petit formatage là, F, et on dira log entre parenthèses response JSON ajouté avec succès. Nous allons maintenant définir une méthode, on va appeler simulate, qui elle va lire dans notre fichier de log en batch et appeler notre méthode sendLog pour envoyer chaque log. Read from log file and send each log to the API. Ok, donc ce que nous ferons ici, ce sera déjà de lire notre data frame de log avec Panda. On va importer Panda self.logFilePath. Ensuite, on va faire un sampling de notre data frame égal à df égal à log df.sample et on va passer en paramètre la taille du batch. On va en quelque sorte sélectionner de façon aléatoire un certain nombre de logs dans notre data frame. Ensuite, nous allons itérer dans notre data frame. Bon, on va renommer celui-ci en log df batch. On fera for index log intry in log df batch .iter rows. Donc pour chaque log, on va appeler notre méthode self.sendLog log intry égale, et entre parenthèses nous allons passer chaque paramètre, timestamp égale à log intry ensuite user IP method status code endpoint response time. Ok, et à la fin on affiche un message print de la simulation. Au tout début, nous allons afficher également un autre message print, début de la simulation. Donc, après avoir implémenté notre classe, nous allons maintenant la tester comme nous le faisons d'habitude. If name est égal à main, là, nous créons notre classe log simulator égale à log simulator en paramètre log file path. Ce sera constant .logs dataset. Nous allons faire le test sur le dataset que nous avons utilisé pour l'entraînement, juste pour vérifier dans notre fichier de constante le nom de la variable qui contient le chemin vers notre dataset. Bien là, logs dataset file name, on va copier et coller là, importer notre fichier de constante. Ensuite, API URL qui sera tout simplement le lien vers notre API en local qui sera celle-ci, que nous allons juste retrouver là. Si vous vous rappelez, nous avions ce lien au moment où nous avons lancé FastAPI. Donc c'est celui-ci. Nous allons le sélectionner, le copier et coller là. Et ensuite le batch size. Donc si vous vous rappeliez, notre dataset avait environ 100 000 logs. Donc nous allons sélectionner un batch de 20 000 pour déjà débuter le test. Ok, ensuite, nous allons lancer notre simulateur avec log.simulate. Donc, avant d'exécuter, nous allons gérer le problème de path, comme nous l'avions eu dans la vidéo où on faisait l'entraînement du modèle. Donc, si vous vous rappeliez, on va réouvrir notre fichier training et on va copier cette commande
Et naturellement, nous devons importer import 6 et pareillement import OS. Ok, donc on lance l'exécution, run Python file. Et là, nous avons une erreur module not found, no module name source. Et là, c'est pareil au problème que nous avions. Donc, on va déplacer ceci et coller là et relancer l'exécution. Ok, nous avons une erreur là. Input should be a valid string, mais nous avons précisé un int. Et là, on l'a eu au niveau de cette ligne status code. Donc, notre log intry attend un string et nous lui avons passé plutôt un int. On va résoudre ça rapidement en faisant un cast en string et on relance l'exécution. Ok, là, nous voyons que les logs sont en train d'être ajoutés avec ce message que nous avions défini là. Nous allons vérifier maintenant notre backend Fast API, mais comme vous pouvez le voir, rien ne se passe là. Donc, si on revient là et on stoppe cette exécution, on regarde dans notre code. Ah oui, effectivement, nous avons fourni la mauvaise URL pour notre endpoint sendLog, car n'oubliez pas que c'est ce endpoint qui est juste là, log, que nous cherchons à atteindre pour pouvoir ajouter chaque log lu dans le fichier. Donc, on va tout simplement copier ceci et rajouter ceci à la fin de l'URL, log. Donc, après avoir rajouté log à la fin de notre URL, on va relancer l'application pour tout tester. Mais là, on va tout redémarrer pour être sûr qu'on n'aura pas une surprise à l'exécution. Donc, on va tout simplement supprimer les terminaux. Donc là, on a fermé le terminal de Fast API et de Celery. On va les recréer de nouveau. Split terminal, command prompt. Et on va relancer Fast API déjà, la commande. Donc, comme on peut voir, Fast API a été relancé. On va aller sur Swagger pour supprimer le cache Redis, pour supprimer tous les logs que nous aurons stockés dans Redis. Et on va également relancer Poetry. Split terminal, command prompt pour appeler la commande. Alors, on va juste... Et on va retaper notre commande Poetry, run, Celery-a, source.main.celery, Celery app, worker, -log, level, égale info, pool, égale solo. Donc, c'est bien la commande. Là, on relance notre worker. Ok, donc notre worker a été relancé. Et on va exécuter notre log simulator. Donc, vous verrez que en ligne de commande, les logs sont envoyés. Et si nous regardons Fast API, vous verrez que notre route des logs est effectivement en train d'être appelée. Et qu'après chaque ajout de 1000 logs, nous aurons le worker Celery qui va déclencher les prédictions, comme c'est le cas ici. Donc, la tâche a été déclenchée après avoir sauvegardé les 1000 premiers logs. Et là, vous pouvez voir les différentes prédictions pour chaque modèle. Donc, si on agrandit un peu la console où on a notre worker, vous pouvez voir que les prédictions sont effectuées après ajout de chaque 1000 logs. Notamment puisque nous avons défini à l'intérieur de ce log ce que nous souhaitons lire 20 000 logs et que nous faisons des prédictions toutes les 1000 logs. Normalement, nous sommes censés avoir 20 prédictions ici. Donc, je vous laisserai faire cette vérification et peut-être compter à la fin. Donc là, nous avons mis en place un petit script pour pouvoir simuler des appels d'API et un ensemble de logs relatifs à chacun de ces appels et comment notre modèle va se comporter à chaque fois qu'il va recevoir 1000 logs. Dans un scénario d'application réelle, vous pouvez mettre en place une UI qui va vous permettre de visualiser de façon un peu plus esthétique les différentes prédictions réalisées par votre modèle. Alors là, nous venons de voir comment mettre en place un petit script pour pouvoir simuler des envois de logs vers notre machine en local, comment nous pouvons sauvegarder ces logs à travers une base de données Redis et comment nos modèles accessibles via l'API que nous avons mis en place vont faire des prédictions en batch sur les logs qui sont reçus par notre machine en local. Si vous nous avez bien suivis depuis le début jusqu'ici, vous avez certainement eu à apprendre beaucoup de technologies partant des librairies Python que nous avons déjà eu à voir ensemble, savoir Pandas, NumPy, jusqu'au modèle de machine learning, Isolation Forest, de Support Vector Machine, et même des technologies que vous avez utilisées pour mettre en place l'API, notamment Fast API, Celery et même Redis. Dans les prochaines vidéos, nous allons maintenant passer au déploiement de notre API. Vous allez également apprendre beaucoup d'autres technologies comme Docker que nous avons déjà eu à voir ensemble et bien d'autres.
Pensez donc à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer cette prochaine vidéo. Et merci de lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci et à très bientôt sur Mastering AI.